Parlons d'Europe. Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe. Nous sommes avec Marie-Raphaëlle Minier, manager du Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Eddie Haït, vous êtes maire de Carrières-sous-Poissy. Et Daniel Cornalba, vous êtes maire d'Étang-la-Ville. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors ensemble, nous allons revenir sur le discours de l'État de l'Union européenne prononcé par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, le 13 septembre dernier à Strasbourg. Avant cela, Eddie Haït et Daniel Cornalba, vous faites partie du projet Bâtir l'Europe avec les élus locaux. Marie-Raphaëlle Minier, quels sont les objectifs de ce projet ? Alors, Bâtir l'Europe avec les élus locaux, c'est un réseau d'élus de l'Union européenne qui ont pour but de travailler ensemble pour communiquer sur les enjeux relatifs à l'Union. C'est une collaboration inédite, c'est ce qu'on appelle un projet pilote entre le niveau européen et les structures gouvernementales locales. Et ça doit permettre en fait aux élus locaux de diffuser des informations sur l'Europe, de travailler de concert, d'encourager le débat public sur les questions européennes, de prendre part à des actions avec les médias locaux. Parce que la Commission européenne a considéré à juste titre que communiquer sur son action, c'est essentiel au niveau local pour poursuivre les débats initiés en 2021 par la conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors, Eddie Haït et Daniel Cornalba, vous êtes donc membres de ce projet. Pourquoi avoir adhéré à ce projet ? On va commencer par vous, Daniel. Je me lance. Je trouve que ça a été très bien résumé, à la fois pour informer davantage sur l'Europe. J'ai la chance d'être dans un territoire qui en lui-même est déjà très européen. Il y a une vraie diversité. L'Étang-la-Ville n'est pas très éloigné du lycée international de Saint-Germain-en-Laye. On a une population qui est assez sensibilisée, mais je pense que l'information, elle, est toujours insuffisante. Et là, on est à moins d'un an des élections européennes et on voit que beaucoup de gens ne connaissent pas la date des élections, ne savent même pas pour les ressortissants européens s'ils sont inscrits sur les listes électorales. Donc il y a un énorme enjeu d'information. Mais j'ajouterais peut-être en complément que c'est aussi des remontées. Parce que, par exemple, même sur les financements européens, on peut en tant que maire rencontrer des difficultés. Et je crois que ça sert à ça, un réseau aussi d'élus, c'est de faire remonter à la Commission européenne ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas. Et vous, Eddie Haït, pourquoi avoir adhéré à ce projet ? L'Europe, c'est d'abord une histoire de conviction, d'engagement, d'engagement personnel d'abord. J'ai toujours été convaincu de la nécessité d'une construction européenne efficace. J'ai été par le passé vice-président des Jeunes Européens en France et je sais à quel point cet engagement est porteur d'espoir, mais aussi de bienveillance et peut être utile pour nos collectivités territoriales. Ce réseau qui est récent, Bâtir l'Europe par les élus locaux, me paraît particulièrement pertinent. Et arrive au moment où il le devait, quelques mois avant les élections européennes, mais au-delà de ça, un moment où les collectivités territoriales s'interrogent sur leur place dans la République, mais aussi quand les collectivités territoriales s'interrogent sur la manière dont l'Europe avance et dont elle pourrait mieux encore se construire. Donc ce réseau nous est utile pour mieux comprendre les enjeux et puis aussi donner à voir et à comprendre à nos ressortissants français et à nos administrés que l'Europe est une alliée, et en aucun cas un adversaire pour le bien-être, la lutte contre l'inflation, l'environnement, mais on y reviendra. Alors, le 13 septembre dernier, la présidente de la Commission européenne a abordé dans un discours de 40 minutes différents points jugés essentiels pour l'Europe. Parmi eux, le pacte vert, l'inflation, l'intelligence artificielle ou encore la politique migratoire. Dans cette émission, on va s'intéresser à deux de ces sujets. Quelles sont les annonces de la présidente de la Commission européenne concernant le pacte vert, Marie-Raphaëlle ? Alors au niveau du pacte vert pour l'Europe, c'est un sujet qui fait encore débat à Bruxelles. Pourquoi ? Parce que 37 textes sur tout le paquet législatif restent encore en négociation. Mais Madame von der Leyen a vraiment souligné sa volonté, je cite, de garder le cap. Et nouveauté, a annoncé une série de mesures en faveur de l'énergie éolienne et a surtout rendu un hommage aux agriculteurs qui sont soumis à une pression importante, à l'impact et aux conséquences de l'agression russe en Ukraine, aux incendies, aux inondations, aux catastrophes climatiques. Voilà. Alors, le pacte vert vise notamment la neutralité climatique à l'horizon 2050. Vous avez justement rappelé cet hommage aux agriculteurs. Est-ce que les agriculteurs de votre commune, Eddie et Daniel, vous ont justement fait des retours sur les conditions de travail actuelles ? Alors moi je n'ai plus aujourd'hui d'agriculture à Carrières-sous-Poissy, mais on sait à quel point aujourd'hui les effets du dérèglement climatique se font ressentir
pendant la vie quotidienne, en fait. Et on est tous confrontés aujourd'hui à des chaleurs excessives, à des locaux municipaux qui ne sont pas adaptés. Et donc, ça me paraît être prometteur le chemin que semble vouloir emprunter la Commission européenne. Il nous faut aller plus loin et plus vite et mieux territorialiser les actions. Et il a souhaité que ce pacte vert se concrétise très rapidement et que les différents traités qui restent encore à formaliser pour lui donner une réalité se fassent le plus rapidement possible, quoi. Et vous, Daniel, est-ce que vous avez eu des retours justement des Alors, deux choses. Effectivement, sur la question des agriculteurs, l'Étang-la-Ville a décidé de rejoindre la plaine de Versailles, pour être tout à fait concret, puisque l'essentiel des maraîchers qui vont vendre sur les marchés de l'Étang-la-Ville ou qui vont alimenter, par exemple, l'association de maintien d'une agriculture paysanne, la MAP, viennent tous globalement finalement de la plaine de Versailles. Donc on a souhaité avoir ce lien-là pour précisément, y compris en termes éducatifs, pouvoir apprendre aux enfants et finalement aussi à leurs parents d'où vient ce que l'on mange, la nécessité d'avoir une qualité aussi dans la production, qu'elle soit bio, qu'elle soit locale. Donc ça, c'était tout un discours assez important. Évidemment, dans ces cas-là, quand on rencontre les agriculteurs, ils nous font part de difficultés qu'ils rencontrent. En toute sincérité, par contre, le premier réflexe qu'ils auront ne va pas être de nous citer le discours sur l'état de l'Union. Mais néanmoins, ce que je voulais dire, parce que je le dis un peu en rigolant comme ça, mais ce que je trouve important dans ce discours sur l'état de l'Union, c'est que finalement, il y a encore quelques années, je pense qu'on ne savait même pas qu'il existait. Il ne perçait pas le mur du son. On n'en parlait pas du tout. Finalement, l'équivalent que l'on comparait, c'était celui des États-Unis, le discours sur l'état de l'Union du président américain, qui lui, par contre, fait la une des médias. Je trouve que là, il y a quand même une couverture médiatique. On sent qu'il y avait une attente, y compris dans la presse, comme de se dire que va-t-il se dire, à la fois parce que c'était un discours bilan, après 5 ans de mandat à von der Leyen, qu'avait-elle à dire sur son propre bilan, est-ce qu'elle allait se représenter ou pas. On sent qu'il y a des vrais enjeux politiques aussi sur l'avenir de l'Europe, sur son élargissement ou pas, sur l'accélération ou pas en matière écologique, puisqu'on voit certains pays, dont le nôtre, qui disent qu'il faut aussi faire une pause réglementaire, ce qui est un sujet en soi. Donc il y a des vrais débats européens, et je trouve ça plutôt sain de se dire que ce moment est perçu comme un moment démocratique important pour les 27 pays de l'UE. Donc pour vous, l'Europe, la réaction de l'Europe est suffisante finalement face aux agriculteurs, aux difficultés des agriculteurs ? Alors ça, c'est une vaste question, et le maire, peut-être à mi-chemin entre l'urbain et la zone rurale ensuite, qui répond, c'est toujours un peu biaisé. Moi, je crois qu'on est un peu là où on est pris dans une contradiction, c'est l'absolue nécessité d'accélérer sur la transition écologique, qui implique des moyens massifs, que l'Union européenne a de façon assez sortie d'une torpeur et a mis des moyens importants, avec le pacte vert, mais aussi ensuite avec le plan de relance européen. Il y a quand même des milliards et des milliards qui ont été mis sur la table, ce qui, dans une mesure jamais atteinte dans cette mesure-là. Donc énormément de choses ont été faites, mais effectivement, ça implique des changements profonds parfois dans les pratiques agricoles, et on le sait, vu la part, y compris encore de l'agriculture dans notre pays, ça se fait pas sans débat, et ça se fait avec des vraies contraintes. Mais ce que je trouvais intéressant dans le discours sur l'état de l'Union, c'est que finalement l'hommage qui était fait à l'agriculture, au-delà de ça, c'est le rôle finalement que les agriculteurs ont sur ce qui fait aussi nos territoires. Parce qu'il y a à la fois ce qu'ils produisent d'un point de vue alimentaire, et là il y a un vrai sujet de souveraineté alimentaire, mais il y a aussi leur contribution finalement à maintenir des espaces perméabilisés, etc. etc. Et ça, c'est un rôle qui est irremplaçable. Alors Ursula von der Leyen, et je me tourne vers vous, Eddy Haït, a rappelé justement que le pacte vert fait débat au sein de la Commission européenne. Est-ce que selon vous, l'objectif de cette neutralité climatique à l'horizon 2050 est un objectif atteignable ? C'est déjà un objectif qui n'est pas, pour moi, discutable au regard des réalités et de ce que vivent les Européens en général et les Français en particulier. J'évoquais tout à l'heure les chaleurs excessives dans nos locaux municipaux, et on se rend compte à quel point aujourd'hui nous avons des sociétés qui ne sont pas prêtes à supporter de tels dérèglements, et que l'adaptation n'est pas suffisante aujourd'hui, et qu'il va falloir accélérer les modifications de comportement et accélérer les transformations. Daniel évoquait très justement la question de la souveraineté alimentaire. La crise de l'Ukraine a aussi révélé notre incapacité à avoir une véritable souveraineté énergétique. Et donc on a aujourd'hui besoin de reposer les enjeux. La démarche du pacte vert me paraît bonne, d'autant qu'elle vient mettre en lumière un petit peu des expériences sur des terrains avec des projets déjà soutenus par l'Union européenne. Moi je prends à Carrières-sous-Poissy, on a le plus grand parc départemental des Yvelines, qui est un espace naturel sensible, et qui aujourd'hui, depuis près de
près de 10 ans maintenant, est labellisé Life Plus par la Commission européenne pour justement son potentiel écologique. Et donc on a aujourd'hui des éléments, la preuve que ça fonctionne et que ce pacte vert peut déjà exister sur les territoires. On a aussi le premier hôtel éco-construction construit par des éco-constructeurs pour les filiales de l'éco-construction dans les Yvelines et à Carrière-sous-Poissy également. Donc je pense que voilà, on a la démonstration que l'Europe sur les territoires existe et qu'en plus elle est capable de faire face aux vrais défis. Donc ce pacte vert est une nécessité et il faudra que chacun prenne ses responsabilités vis-à-vis de cet enjeu. Mais aujourd'hui, il ne sert à rien d'aujourd'hui de tourner autour du sujet. Il y a une urgence à faire face aux enjeux du dérèglement climatique. Alors, deuxième point sur lequel on va s'attarder, c'est l'inflation. Marie-Raphaëlle, que doit-on retenir des propos d'Ursula von der Leyen ? Alors, c'est en très peu de mots, en très gros, c'est tenir bon. Dans le sens où elle a été assez honnête et reconnu qu'un retour à l'inflation à 2% allait prendre du temps. Voilà, elle a salué bien évidemment le travail de Christine Lagarde et de la Banque Centrale Européenne. Maintenant, si on attend un retour de l'inflation à 2% avec une baisse des prix conséquente très rapidement, je pense qu'il ne faut pas se leurrer et être objectif. Un retour de l'inflation à 2% qui prend du temps, hein, vous l'avez dit. Est-ce que c'est inquiétant lorsqu'on est un élu local, Daniel ? L'inflation, oui, puisqu'on le paye évidemment très cher. Deux choses, en fait, en tant qu'élu local, à la fois pour la population elle-même, puisqu'on voit que l'augmentation, elle frappe une partie de la population. Et nous, je rappelle que quand on est maire, on préside aussi le centre d'action sociale. Donc on voit assez rapidement les effets d'une inflation, et en tout cas, comme on a eu les effets d'ailleurs suite au Covid, de perte d'emploi, quand quelqu'un se retrouve... Souvent quand les gens ne savent pas vers qui se tourner, ils vont en mairie, qui devient en quelque sorte le guichet, et ensuite on oriente vers le département, vers les structures qui vont pouvoir y répondre, la mission locale, selon votre âge et votre situation. Mais il y a déjà ce premier impact-là qu'on constate en tant que maire, et qui nous mobilise sacrément. Le deuxième aspect, c'est qu'évidemment, les mairies ne sont pas exemptées de l'inflation. Donc on la prend de plein fouet. Sur l'énergie, on a payé extrêmement cher. J'appartiens à une association d'élus qui s'appelle l'Association des Petites Villes de France. On avait parlé l'année dernière de risque de blackout territorial, c'est-à-dire vraiment le risque que face à une explosion des prix, on soit obligé de couper drastiquement dans les services publics, ce qu'on ne souhaite pas. Ce qu'ont fait certains maires pas loin de chez nous en matière de piscine ou dans d'autres... pour des gymnases ou autres, c'est pas des choix qu'on a voulu faire, mais il y a un moment donné, quand on fait face à la facture, comme tout le monde, comme un particulier, il y a des moments, soit on augmente les impôts et on sait la difficulté des personnes, soit on doit chercher des économies. Donc évidemment qu'on est pleinement impacté par l'inflation. Quelles ont été justement ces conséquences au sein de votre commune Ediaït ? Est-ce qu'au sein de la municipalité, il y a eu également cette inquiétude de se dire 2% c'est bien, il faut tenir bon, ok, mais jusqu'à quand ? 2% c'est bien, surtout quand l'inflation aujourd'hui en France elle est de plus de 7%. Évidemment qu'on se dit que c'est un objectif qui serait agréable à atteindre. Seulement ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Et aujourd'hui vous payez plus cher l'alimentation, vous payez plus cher l'énergie, vous payez plus cher la fabrication. Tout est plus cher. Avec des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas payer davantage. Donc nous devons intégrer le surcoût au fonctionnement actuel avec des... moyens financiers qui sont restreints également. Donc nous devons mener des mesures de correction et trouver les moyens, avec l'argent public à notre disposition, pour accompagner au mieux et protéger le pouvoir d'achat, le défendre, celui des Français. Ça passe par des dispositifs divers et variés. À Carrière-Poissy, on a pris l'initiative de lancer une mutuelle communale, on distribue un kit de rentrée scolaire, on a gelé les tarifs des services municipaux, vous pouvez manger à la cantine pour moins d'€1 à Carrière-sous-Poissy. C'est des choix qui sont faits, mais qui ont des véritables coûts. Et le reste à charge pour la commune, en fait, augmente. Si l'usager ne se rend pas compte de l'augmentation de la valeur des choses, le reste à charge, lui, est doublé, parfois triplé. Et donc, il nous faut trouver sans arrêt des ressources d'économie et des fonctionnements différents. Alors là, on a la force quand même de pouvoir s'appuyer sur des agents publics qui sont motivés, qui sont résilients, qui ont fait la preuve de cette résilience pendant la crise de la Covid et qui aujourd'hui sont sans cesse, depuis 2015 et les premiers attentats, confrontés à des défis, celui de la sécurité, celui de la santé, maintenant celui de la crise énergétique. Voilà. C'est jamais de bon cœur quand on décide de fermer un gymnase une semaine en disant l'économie qu'on fait là va nous permettre peut-être de rénover. Parce que derrière, il faut rénover nos équipements. On vient de lancer une étude pour équiper l'ensemble de nos équipements de panneaux photovoltaïques et nos parkings municipaux d'ombrières. Même l'étude a un coût énorme pour analyser la structure, l'énergie qui serait récoltée. Donc tout ça demande une énergie folle, une multiplication des moyens. Et l'Europe peut être un relais, mais c'est vrai qu'au quotidien,
on est un peu seul quand même à affronter les défis qui se présentent à nous. Je me permets juste d'ajouter une chose, parce qu'on a parlé en quelque sorte du bouclier social que les communes font, et pas que elles, mais qu'il faut mettre en place. Pour moi, il y a aussi un vrai sujet sur l'investissement. Parce que je comprends que tout le monde doit serrer la ceinture, qu'on doit jouer notre part, etc. Mais il y a un moment donné, sur les investissements, et notamment dans la transition énergétique, la rénovation du bâti, la perméabilisation des sols, que ce soit pour lutter contre le dérèglement climatique ou s'adapter à ce dérèglement climatique, puisque maintenant c'est les deux à la fois, il faut des moyens. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment une sonnette d'alarme que l'on tire, c'est qu'il faut maintenir cette capacité à investir. Et là, c'est en quelque sorte aussi le rôle de l'État. Et pour le dire en positif, c'est aussi le rôle de l'Europe qui joue de ce point de vue-là un rôle important. On peut toujours considérer qu'il y a des contraintes en termes pour aller chercher ces financements, mais ils existent. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans des structures comme la Maison de l'Europe, comme le réseau auquel nous appartenons en tant qu'élus locaux, c'est aussi faire connaître ce qui existe. Parce que dans un moment où on étouffe budgétairement, avoir des respirations en termes de capacité à investir quand c'est absolument nécessaire, c'est ça qu'il nous faut. Très peu de médias, finalement, ont pour le moment parlé, évoqué ce discours et ce retour à l'inflation à 2%. Comment est-ce que vous, en tant qu'élu, vous allez rassurer justement les habitants de votre commune ? Les rassurer, alors déjà on va leur dire qu'il existe ce discours de l'Union. Au-delà de ça, elle se fixe un objectif, parce que 2, c'est quelque chose qu'on a connu, qui est de l'ordre du soutenable en fait. Mais aujourd'hui, quand la taxe foncière tombe et que la revalorisation des bases fiscales se fait sur la base de l'inflation qui est de 7,1%, même les maires qui n'augmentent pas la part communale de la taxe foncière se retrouvent avec une population qui va payer considérablement plus sur une année pleine fiscale. Donc les rassurer, c'est poursuivre l'accompagnement, et comme l'a dit Daniel, c'est avoir une politique ambitieuse d'investissement, de fonctionnement le plus juste possible, et aussi un discours de responsabilité de l'élu, c'est-à-dire pas de clientélisme, pas de favoritisme, c'est-à-dire voilà, en période de cadre et en période normale, nous devons avoir la règle la plus juste possible, et donc faire le choix le plus juste, être le plus transparent possible. Moi je suis très heureux que l'Europe nous accompagne. On a fait le choix de nommer un élu aux affaires européennes qui en plus maîtrise la notion de recherche de fonds européens. On a mis en place une cellule de recherche de fonds aux côtés de la direction générale des services, parce que sinon on ne peut pas mener à bien, et puis on doit donner un cap aux gens. Les rassurer, c'est leur dire qu'on sait où on va malgré les difficultés. Voilà, c'est le principe du capitaine qui amène les gens à bon port en leur expliquant la destination. Voilà. Donc, je crois beaucoup au discours de responsabilisation, et je ne pense pas que les Français soient des enfants, mais il faut quand même leur rappeler qu'on marche ensemble et qu'on se tient à la main pour aller le plus loin possible. Alors ce discours prononcé par la présidente de la Commission européenne est d'autant plus important que les élections pour élire les eurodéputés approchent. Ces élections auront lieu en France en juin prochain. Aujourd'hui, quelle place justement occupe l'Europe ? On l'a un peu évoqué tout au long de cette émission. Quelle place occupe l'Europe dans votre quotidien, et comment faites-vous pour sensibiliser les électeurs et les habitants de votre commune ? On va commencer par vous, Daniel. Pour ma part, l'Europe, je la vis très concrètement, puisque, outre le fait d'avoir un nom de famille italien, puisque mon grand-père appartenait à une famille qui fuyait l'Italie de Mussolini, donc c'est pas rien pour moi, et donc les évolutions que je vois à l'œuvre parfois en Europe sont pas de nature à me rassurer, y compris pour cette histoire personnelle. J'ai une mère allemande, un père français, et donc je suis européen de cœur, presque de naissance, on va dire ça comme ça, mais aussi de conviction, parce que je pense que face aux défis, on a parlé de la neutralité carbone, on peut parler en matière de sécurité, on peut parler en termes géopolitiques, on peut parler en termes de traités commerciaux, c'est pas tout seul qu'on va y arriver. Évidemment, je ne nie pas l'importance d'un pays comme le nôtre, mais je pense qu'avec 500 millions d'Européens, on pèse plus lourd aussi dans ce qui est de fait un rapport de force mondiale parfois, que ce soit, il y a tout le débat d'ailleurs qui a été rappelé par Ursula von der Leyen sur la question, par exemple, des véhicules électriques, etc. Et est-ce que la Chine, par exemple, subventionne de façon, on va dire, déloyale sa propre production ? Bon, ça c'est un véritable sujet. Les Français seuls face à ce sujet, on est bien impuissants. À 500 millions étant quasiment une des principales zones de consommateurs du monde, je pense qu'en termes de capacité à imposer des règles du jeu, et en tout cas avoir notre mot à dire en matière de normes écologiques ou de normes sociales, en termes de sécurité, etc., je pense qu'on a un rôle à jouer et qu'on ne pourra le jouer qu'ensemble. C'est pour ça que je crois totalement à la devise qui est unie dans la diversité. On n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous les mêmes points de vue, et c'est le franco-allemand qui vous le dit, je vois des différences culturelles qui existent. Mais justement, quand on est capable, malgré nos différences et malgré nos histoires, à nous mettre d'accord pour tracer un chemin ensemble, je pense que là, on est extrêmement fort. On a une vraie capacité à influencer, ma foi,
le chemin de notre planète. Et là, il y a des véritables enjeux écologiques notamment. Je me tourne maintenant vers vous, du coup, Eddy Haït. Quelle place occupe l'Europe dans votre quotidien et comment est-ce que vous sensibilisez les électeurs, les habitants de votre commune ? Pour donner à l'Europe sa place à Carrière-sous-Poissy, on a déjà fait un choix politique, celui de faire le choix de l'Europe comme étant un engagement municipal, donc un engagement politique, au-delà des questions partitaires, de réaffirmer l'histoire de la France et de l'Europe dans la vie quotidienne. Donc c'est des démarches d'adhésion ou de labellisation, label ville européenne, adhésion à la Maison de l'Europe, partenariat avec le mouvement européen des Yvelines. Ça, c'est le cadre général pour se doter, je dirais, des logiciels nécessaires et des éléments de formation. C'est ensuite s'adresser aux populations, donc d'abord les ressortissants européens qui vivent chez vous, leur dire on est là, vous êtes des citoyens à part entière, même si aujourd'hui la citoyenneté européenne ne permet que de voter aux municipales et aux européennes. Néanmoins, nous sommes là, donc nous les réunissons chaque année. Et c'est des personnes qui sont très heureuses d'être écoutées et entendues comme européens d'ailleurs, avant même d'être carriérois. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a un recul que vous ne trouvez pas forcément sur celui qui peut se dire issu d'anciennes familles. Et tout ça se complète d'une manière assez exceptionnelle. Ensuite, il y a un enjeu qui est celui de l'implication de la jeunesse. Car Sous-Poissy est une ville très jeune, 40% de sa population a moins de 30 ans. Donc on a décidé de mettre des moyens, que ce soit à travers le Conseil local de la jeunesse, qui organise régulièrement des démarches dans la rue, au forum des associations, à des rencontres pour aller sensibiliser, faire des quiz avec les associations européennes qui sont présentes également. C'est le projet de jumelage avec une ville de l'Union européenne, non pas sur l'apprentissage de la langue, mais l'apprentissage de la citoyenneté européenne. Donc on travaille là avec la Belgique pour trouver une ville correspondante à celle de Carrière. Et puis c'est aussi des déplacements. On envoie bientôt notre conseil local de la jeunesse à Bruxelles fin novembre pour justement une visite du Parlement européen, et puis une partie un peu récréative aussi, parce que nos jeunes sont très engagés. Donc c'est faire vivre tout au long de l'année, sur des temps partagés, la question de l'identité européenne, c'est rappeler que l'Europe, c'est des financements à carrière. Je parlais de la Fabrique 21, du parc du Peuple de l'Herbe, peut-être plus tard la requalification de la plaine maraîchère, plus de 330 hectares en friche aujourd'hui. Comment l'Europe pourrait être étrangère à la réhabilitation de 330 hectares ? Et c'est sûr qu'elle aura un mot et une place à occuper auprès des autres acteurs que sont notamment le département ou la région Île-de-France. Et puis c'est l'engagement de mes élus aux permanences, quoi. Je veux dire, d'avoir nommé un élu aux affaires européennes. C'est la première fois que Carrière se positionne sur l'Europe. Ça n'existait pas auparavant, alors que contrairement à Étang-la-Ville ou à d'autres villes où il y a des mixités de population plus fortes, Carrière n'avait pas de rendez-vous avec l'Europe qui allait se faire. Et ben, c'est nous qui avons frappé à la porte et on nous a ouvert, on nous a accueillis avec bienveillance. Et en ça, le réseau Bâtir l'Europe avec les élus locaux est un bon interlocuteur. Merci beaucoup, Eddy Haït et Daniel Cornalba, d'avoir été présents à cet événement. Parlons d'Europe. Merci également à Marie-Raphaëlle Minier du Centre Europe Direct d'avoir organisé cet échange. Parlons d'Europe.